Le 11 août 1979, 303 yachts ont pris le départ de la course autour du rocher du Fastnet. Dans la tempête qui a suivi, 24 bateaux ont été abandonnés, 5 ont coulé, 136 membres d'équipage ont été secourus et 15 marins sont morts, ce qui a conduit à l'une des plus grandes réformes de la culture de la course au large dans l'histoire de cette compétition. Le Grimelkin est un voilier demi-tonnerre de 30 pieds, conçu par Ron Holland et construit par les chantiers navals Camper & Nicholson. Dans la période précédant la course Fastnet de 1979, un équipage de 6 hommes participe ensemble à plusieurs courses au large pour se préparer à la course autour du rocher du Fastnet. Ce sont tous des marins expérimentés et ils connaissent bien le bateau. Le samedi 11 août, 303 yachts prennent le départ dans des conditions prévisibles et clémentes. À bord du Grimelkin se trouvent le skipper David Sheehan, son fils Matthew, âgé de 17 ans, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler et Jerry Winks. La course autour du rocher du Fastnet est l'un des événements de voile au large les plus anciens et prestigieux. Le parcours débute à Cowes, sur l'île de Wight. Les yachts contournent le sud-ouest de l'Angleterre et remontent vers la mer Celtique. Ils contournent le rocher du Fastnet, au sud-ouest de l'île de Cape Clear en Irlande, puis reviennent à Plymouth. La course de 600 milles nautiques dure environ 6 jours. C'est une épreuve éprouvante qui met à l'épreuve la volonté et l'expérience de tout marin. En 1979, la course est régie par un ensemble de règles appelées l'IOR, la règle internationale de course au large. L'IOR est un ensemble de points servant à mesurer un yacht. Après avoir pris ces mesures, un yacht reçoit un handicap. Ce handicap permet d'attribuer une classe au navire, ce qui signifie que des yachts de classe similaire peuvent s'affronter. Cela permet également aux yachts de différentes classes de concourir sur un pied d'égalité en appliquant le handicap. Au fil des années, les concepteurs ont poussé leur création pour obtenir les yachts les plus rapides que les règles de l'IOR autorisaient. L'IOR était mesuré à des points précis, ce qui permettait aux concepteurs de privilégier ces points lors des mesures afin de réduire le handicap du yacht et d'être plus libres dans leur conception en dehors de ces points pour optimiser la vitesse. Il y a beaucoup plus à dire, mais essentiellement, 2 grands aspects de la vitesse d'un yacht sont la longueur de la ligne de flottaison et la résistance sous la ligne de flottaison. Un yacht navigue plus vite, plus la ligne de flottaison est longue et moins il y a de résistance sous la ligne de flottaison. Un bateau lent produit une vague courte. À mesure que le bateau accélère, la longueur et la hauteur de la vague augmentent. Une fois que la longueur de la vague atteint la moitié de la longueur de la ligne de flottaison, le bateau doit grimper sa propre vague. Plus il va vite, plus sa vague devient grande, et donc il doit grimper une vague plus grande, ce qui nécessite une vitesse plus élevée, produisant une vague encore plus grande. Cela signifie que la ligne de flottaison agit effectivement comme un limiteur de vitesse et, une fois qu'une certaine vitesse est atteinte par rapport à la longueur de la ligne de flottaison, il ne peut pas aller plus vite. Selon ces règles, si Grimalkin mesure 30 pieds long de la poupe à la proue, elle aurait un handicap inférieur à celui d'un bateau de 40 pieds. Cependant, les concepteurs peuvent élargir le mètre-bau à un point non mesuré, augmentant ainsi la longueur de la ligne de flottaison. Non seulement cela, mais ils peuvent aussi réduire la taille de sa quille sous l'eau afin qu'elle émette moins de traînées sous l'eau. Les yachts conçus selon ces principes sont souvent plus larges et moins profonds, dans des limites raisonnables. Entre de bonnes mains et dans de bonnes conditions, Grimelkin est un sérieux concurrent. Elle a un équipage et un skipper expérimentés. Le temps est idéal pour naviguer et la course commence. Le 13 août, la flotte se trouve en mer Celtique. Certains des plus grands et plus rapides navires ont déjà contourné le rocher et sont sur leur trajet de retour. La mer commence à grossir alors que le temps se lève. Le vent se renforce et le skipper David Sheehan décide de prendre un riz. Un riz est un groupe de boucles sur la grand-voile. Lorsque le vent se lève, un voilier se retrouve surtoilé s'il y a trop de voiles exposées au vent, alors on affale un peu la voile et on attache la partie inférieure de la voile à la baume à travers les boucles de riz. Au cours des heures suivantes, David prendrait tous les riz avant de descendre complètement la voile. Lorsque j'enquête sur des catastrophes maritimes et que je reconstitue les derniers instants d'un navire, les bonnes images sont essentielles. C'est pourquoi Storyblocks est devenu une partie essentielle de mon processus de travail. C'est la boîte à outils créative tout en un sur laquelle je compte, réunissant plus de 7 millions de ressources de stock de haute qualité en un seul endroit.
Si j'ai besoin de recréer exactement la tension d'une tempête déchaînée, je peux instantanément trouver des séquences de vagues puissantes et les associer au son du vent hurlant pour construire le récit. Et s'il manque quelque chose, j'utilise leurs outils d'IA intégrés. Avec le montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off IA propulsée par Eleven Labs, je peux créer une narration qui correspond à l'histoire. Parce qu'il est conçu pour la rapidité et la simplicité, j'accède à toute la bibliothèque directement dans After Effects et Premiere Pro grâce au plugin Storyblocks. Je gagne des heures chaque semaine, ce qui me permet de me concentrer sur la recherche plutôt que de chercher sur plusieurs plateformes. Storyblocks me donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, je peux télécharger un nombre illimité de contenus. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'espère que tout se passera bien. La veille, David avait écouté les prévisions maritimes, comme chaque jour à la même heure. Les prévisions maritimes sont un bulletin météo quotidien diffusé sur les ondes à une heure précise. Tous les navires peuvent capter les prévisions, les écouter et obtenir les informations météorologiques les plus récentes. En 1979, c'était le seul moyen d'obtenir des informations météorologiques. Donc, toute la flotte du Fastnet écoutait les mêmes prévisions, puis cessait d'écouter et poursuivait sa routine de navigation quotidienne. La diffusion annonce des vents forts de 45 nœuds que tout marin expérimenté considérerait comme puissants mais supportables. Plus tard dans la journée du 12 août, le bureau météorologique a émis un avis de tempête de force coup de vent, mais comme cela s'est produit en dehors des horaires de diffusion habituels, la flotte du Fastnet et David Sheehan ne l'ont pas reçu. De plus, le front de tempête est immédiatement suivi par une dépression extrême, et la direction du vent passe du sud-ouest au nord-ouest. David et son équipage sont habitués à des conditions météorologiques inconfortables, alors ils commencent à ranger les objets qui traînent. Ils préparent de la nourriture pour tenir le coup et se préparent à affronter le mauvais temps. Tous les hommes sortent sur le pont et s'attachent au bateau à l'aide d'une longe fixée à la fois à leur harnais et au bateau. Le vent fort a déjà créé des vagues de hauteur significatives. Lorsque le vent change de direction et augmente de vitesse, cela envoie deux séries de vagues se percuter l'une l'autre. Le résultat, ce sont des vagues courtes, abruptes et hautes se percutant de différentes directions, produisant ainsi des vagues encore plus hautes. Heure après heure, l'état de la mer s'aggrave jusqu'à ce que le bateau fasse l'une des choses les plus terrifiantes qu'un marin puisse vivre. Alors que la Grimelkin descend une vague, sa proue, l'avant du bateau, s'enfonce dans le creux de la vague devant elle et sa poupe, l'arrière, passe par-dessus la proue. Ceci s'appelle un pitch pole et c'est le premier d'une longue série pour la Grimelkin. Quand le vent venait d'une direction, la Grimelkin arrivait à gérer, mais lorsque le vent changeait de direction, une autre force entrait en jeu. Quand une vague se déplace dans la même direction que le courant, cela donne deux forces qui vont dans le même sens. La vague créée par le vent roule sur l'eau. Un voilier ressentirait cela comme une houle montante, mais pas comme une vague déferlante. La houle devient plus haute, mais ne déferle pas forcément comme une vague qui se brise sur la plage. Lorsque le vent a changé de direction, une partie de la flotte du Fastnet a été frappée par un vent soufflant dans la direction opposée au courant marin. L'effet du vent soufflant dans la direction opposée au courant marin est que le courant pousse la base de la vague sous elle-même. Et le résultat est une vague qui se brise sur elle-même, de la même manière que si quelqu'un vous fauchait les jambes. Et maintenant, le Grimelkin affronte des vagues venant de différentes directions qui s'ajoutent les unes aux autres, ainsi qu'un courant marin qui fait déferler les vagues sur le bateau, forçant sa poupe à passer par-dessus sa propre proue. Et maintenant, le Grimelkin doit affronter les forces finales qui scelleront son destin. Les concepteurs de bateaux privilégient désormais une plus grande largeur ou section médiane pour accroître la ligne de flottaison et accélérer le bateau. Un tirant d'eau plus faible, c'est-à-dire une moindre profondeur sous la ligne de flottaison, permet de réduire la résistance sous l'eau. Ces changements dans l'approche de la conception ont permis d'obtenir un bateau plus rapide, mais ils ont également déplacé le centre de gravité vers le haut du navire. La stabilité d'un bateau se mesure par la plage de stabilité. Un bateau avec une plage de stabilité de 150 degrés signifie que même si le bateau est complètement retourné, l'action des vagues le fera suffisamment bouger pour qu'il se redresse tout seul.
Mais le Grimelkin a une plage de stabilité bien plus faible, proche de 90 degrés, ce qui signifie qu'il est très facile de se faire coucher. Et une fois qu'il a chaviré ou fait un soleil, c'est une question de chance s'il se redresse tout seul. Maintenant, David et son équipe commencent à lutter pour leur survie. Toutes les chances sont contre eux et cela commence à se voir. L'équipage est épuisé par la tempête incessante. Ils montrent des signes d'hypothermie et ont tous failli se noyer plusieurs fois lorsque le bateau culbutait dans les vagues. David décide qu'il doit lancer un appel de détresse Mayday. Lui et son fils de 17 ans, Matthew, descendent sous le pont pour passer l'appel. Nick, Mike, Dave et Jerry restent sur le pont. Ils commencent à amener le radeau de sauvetage dans le cockpit avec eux. Le cockpit du yacht abrite le volant et c'est là que les marins s'assoient. Ils ne mettent pas le radeau de sauvetage à l'eau, mais le préparent à être lancé si besoin. Sous le pont, David lance l'appel Mayday, puis lui et Matthew se préparent à subir un nouveau coup de gîte violent. Les rangements dans le bateau ne sont pas conçus pour un bateau complètement retourné, donc des débris sont éparpillés dans la cabine. Une boîte de conserve frappe David à la tête et lui fracture le crâne. Matthew ramène son père dans le cockpit. Une autre vague renverse le bateau et il ne se redresse pas. Matthew a la chance de trouver une poche d'air sous le cockpit retourné. Après un certain temps à essayer de rester à flot, Nick apparaît dans le même cockpit. L'équipage est attaché au bateau par leur harnais. Cela les aide à rester à l'intérieur du bateau, mais maintenant cela les empêche aussi de nager pour sortir de sous le bateau retourné. Puis le mât cède et se détache du bateau. Presque immédiatement, le centre de gravité se déplace. Le mât n'est plus le poids qui les maintenait à l'envers et le bateau se redresse. Matthew aide à tirer les autres membres d'équipage dans le cockpit du bateau. Il s'arrête un instant et remarque le corps de son père flottant face contre l'eau dans la mer. Il sait qu'il ne peut pas le remonter à bord. Il n'était pas attaché lorsque le bateau s'est retourné et maintenant il dérive, pour ne jamais être revu. Nick et Jerry gisent sans vie dans le cockpit. Mike et Dave jettent immédiatement le radeau de sauvetage à l'eau et tirent sur la corde pour le gonfler. Ils crient à Matthew de sauter dans le radeau de sauvetage. Matthew se tourne vers Nick et Dave. Il est déchiré entre rester avec le bateau et les corps de ses deux amis ou évacuer vers le radeau de sauvetage avec Mike et Dave. Sous le coup de l'émotion, il saute dans le radeau de sauvetage avec les deux marins valides. Au fil des heures qui suivent, le radeau de sauvetage s'éloigne du Grimelkin. Les corps de Ward et Jerry Winks sont malmenés alors que la tempête continue de faire rage. Puis Nick commence à reprendre connaissance. Il scrute le Grimelkin à la recherche de signes de vie, mais il n'y a que lui et Jerry. Nick écrit dans son livre « Left for Dead » qu'au moment où il a repris connaissance, Jerry était encore en vie. Je laisserai un lien vers le livre ci-dessous. C'est l'un des meilleurs récits que j'ai lus sur la catastrophe du Fastnet 79. Lorsque le Grimelkin est finalement retrouvé par un hélicoptère de recherche, Jerry est mort. Au fil des années, la culture de la course au large a évolué. La règle IOR de mesure a évolué vers une vision plus globale de la préparation d'un navire pour la course au large. Le système IMS, ou Système international de mesure, a finalement remplacé l'IOR. L'IMS adopte une approche plus large de l'inscription à une course en incluant les systèmes d'urgence à bord, le fait que l'équipe ait terminé des courses qualificatives antérieures, ainsi que la plage de stabilité d'un navire. De plus, les skippers sont devenus plus enclins à annuler ou retarder une course si la météo s'annonçait trop extrême. Lors de plusieurs courses suivantes, les skippers ont choisi d'abandonner la course après le départ et de se réfugier dans le port le plus proche lorsque des conditions météorologiques sévères approchaient. L'équipage est devenu plus attentif à la sécurité en achetant son propre gilet de sauvetage et harnais plutôt que de dépendre de l'équipement du bateau. On ne peut pas forcément dire que toutes ces choses sont directement attribuées au Fastnet, mais cela a certainement joué son rôle. Aller en mer sera toujours une entreprise dangereuse. Mais si vous comparez la catastrophe du Fastnet 79 à celle de Sydney Hobart de 98 qui a connu un système météorologique similaire, voire pire, vous pouvez constater certaines différences. Lors de la course Sydney à Hobart, 98 seulement, 18% de la flotte ont été couchés à 90 degrés contre 48% lors de la catastrophe du Fastnet 79. Et seulement 3% ont été complètement retournés, contre 18% lors du Fastnet. On ne peut évidemment pas comparer directement une tempête ou une course à une autre. En mer, il vous revient de connaître les limites de votre navire et d'être prêt à toute situation. Je mettrai les liens de mes sources en description.